C'est le jour où le poker, la passion du poker a été plus forte que la mort. Je vais vous raconter l'aventure dramatique de ce joueur qui s'appelle Eskimo Clark. Eskimo Clark, c'est lui. Il s'appelle Eskimo. Ses parents ne l'aimaient pas à la naissance ou... En réalité, il s'appelle Paul Clark, mais tout le monde le connaît à Las Vegas sous le surnom d'Eskimo parce qu'il ressemble au logo de la compagnie aérienne Alaska Airlines. Et donc voilà Elle existe encore, cette compagnie. Voilà pourquoi. Et ce jour-là, le jour dont je vais vous parler, c'est le 18 juin 2007. On est à Las Vegas, au World Series of Poker évidemment, et on joue au D2 du tournoi $1500 Raz, un bracelet en jeu évidemment. Le Raz, c'est, vous le savez, cette variante un peu bizarre où il faut faire la plus petite main. C'est une spécialité des joueurs américains et une spécialité en particulier d'Eskimo Clark. Eskimo, c'est un joueur pro connu depuis 20 ans comme le Loup Blanc à Las Vegas. Il n'a pas d'amis, mais il est familier avec tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps au casino. Il joue sans arrêt. Et quand il ne joue pas, il dort sur une banquette ou dans sa voiture tout près du casino. Donc, il est 24 heures sur 24. Le petit inconvénient, c'est qu'il sent très, très mauvais. Et ça... Non, mais c'est vrai. Mais... Michel... Et donc, lui... Il n'y a pas de douche au casino. Et donc, c'est pas sympa, Michel. En dehors de ça, tout le monde le sait, tout le monde le savait à l'époque. En tout cas, ce joueur, il a quand même gagné 3 bracelets WSOP, excusez du peu. En 92, en 99, en 2002, il a gagné, sa spécialité, c'est le stud. Et le Raz, il a gagné en stud high-low et en Raz. C'est un professionnel, old school un peu, mais extrêmement efficace. Pas online, hein. Et très, très roublard. Donc, et là, il est au D2, il est quasiment chip leader. Il joue dans ce qu'on appelle le sauna. Cette année-là, faute de place, faute de salle disponible au Rio, on joue sous une tente sous 45 degrés à l'ombre. À peine climatisé. Et ça s'appelle le sauna. Là, les odeurs, c'était plus le vestiaire, c'était pire, c'était l'écurie. Et donc, il joue, je continue mon histoire, Benjo, excuse-moi. Je continue l'histoire, c'est qu'il joue dans ce sauna et il est quasiment chip leader lorsque, à 18h, coup de théâtre, tout d'un coup, il se met à être pris de tremblement. Les autres joueurs le remarquent. Et il a une élocution un petit peu brouillée, il tremble un peu, il a du mal à saisir précisément ses jetons, et tout d'un coup, il s'écroule. Waouh! Il s'écroule en plein tournoi, il s'écroule, il a une attaque, en réalité. Alors, on le relève, notamment le pro que vous voyez à côté de lui, qui est très reconnaissable. Mickey Appelman. Bravo, Benjo. Bien joué. On va donner un ticket à Benjo. De 2 euros. Mickey Appelman. On appelle la sécurité, mais rien à faire. Lui, il veut continuer à jouer. Sous aucun prétexte, il ne veut se faire soigner. On appelle la sécurité, on appelle le directeur du tournoi. Le tournoi est interrompu à peine quelques minutes. Mais lui, voilà, il est un peu... On voit le mec un peu sonné, quoi, tu vois. Malgré ça, il veut continuer à jouer, quoi qu'il arrive. Alors, il continue à jouer. Le jeu reprend. Il fait un petit peu n'importe quoi, d'après les spectateurs qui sont présents. Et puis, un moment se passe, et puis, rebelote, il s'écroule à nouveau. Alors là, c'est la panique. Il s'écroule, on essaye d'appeler les médecins, on appelle les arbitres, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait ? Dans un éclair de lucidité, il appelle... Non, il dit pas time. Il a un seul ami dans ce casino qui s'appelle Ken Knight, qu'on surnomme Barracuda. Barracuda, c'est son associé, son ami, et lui fait jurer que sous aucun prétexte, on ne lui fera quitter le tournoi. Et qu'il préfère mourir plutôt que d'arrêter de jouer au poker. Wow. C'est vrai, c'est authentique. Il préfère... Pourquoi ? Comment, pourquoi ? Parce que c'est sa vie. Il vit par le poker et pour le poker. Il ne vit que pour ça. Mais quand même, aller jusque-là, d'être prêt à mourir, c'est... Il n'y a rien à faire. Il veut jouer, il veut finir le tournoi. En plus, il est parmi les favoris, c'est sûr. Et pendant qu'on essaye de le soigner, on le met sur un brancard, on dirait que le tournoi s'arrête, on ne sait pas quoi faire. Et pendant ce temps-là, les pros qui sont autour, qui sont impitoyables et assez cruels, on le sait, ils font des paris, ils établissent des cotes pour savoir ce qui est plus probable, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va gagner le tournoi. Ah, c'est horrible. Donc c'est terrible. Et donc, il y a, d'après Barry Greenstein, il y a des sommes importantes qui sont mises en jeu. Non, c'est Barry Greenstein qui le dit. Moi, je sais rien, j'y étais pas. Donc c'est terrible. C'est terrible. Donc, mais le problème n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Lui, de toute façon, il veut quoi qu'il arrive, il veut continuer à jouer.
mais les arbitres ne savent pas quoi faire. Alors, ils décident d'avancer le dinner break. Ils décident d'avancer le dinner break et de le rallonger un peu pour se donner du temps. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pendant le dinner break, pendant que lui, il se repose un peu, etc., qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on appelle les avocats, les juristes. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? S'il meurt à la table, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ces jetons s'il meurt? Est-ce qu'on doit le laisser jouer au risque de... Est-ce que c'est un risque pour nous? On risque d'être attaqué pour dire qu'on a... Par la famille, peut-être, aussi. On ne sait pas. Il n'a pas de famille, a priori. Bon, lui, il n'a pas d'enfants. Il a des frères et sœurs. Il a des frères et sœurs, mais il n'a pas d'enfants. Il n'est pas marié, mais peu importe. Toujours est-il qu'on ne sait pas quoi faire. Lui, de toute façon, il veut jouer. Alors... Le dinner break dure, lui, il se rétablit. Il se rétablit à peu près, parce qu'il en fait, il était clair qu'il a fait une attaque cérébrale. Il a fait un accident vasculaire cérébral, et puis, comme ça arrive assez souvent, ça se réduit, et puis il reprend un peu ses esprits. Alors, il a un côté paralysé quand même, mais lui, il veut continuer. Donc, pendant le dinner break, d'ailleurs, on le surprend dans la cour du Rio, en train de fumer cigarette sur cigarette, et de manger à pleine poignée de chicken wings. Il va pas bien, lui. Mais il n'a jamais été... C'est un type très spécial. Il avait 59 ans à l'époque de cette anecdote. Exactement. C'était en 2007. Donc, bref, il est en état de reprendre le tournoi. Il semble qu'il ait fait un peu n'importe quoi, parce qu'il était chip leader à un moment, et il perd beaucoup de ses jetons, il ne sait pas très bien comment. À un moment donné, il demande à Barracuda, son copain qui est dans l'arrêt, il dit, mais où sont mes jetons? Où sont mes jetons? Il ne sait même pas lui-même où ils sont passés. Il ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il est confus. Mais il arrive quand même en table finale, et il finira quatrième. Il finira quatrième de cet event. Ce sera... malheureusement pour lui, la dernière fois qu'il fera une place payée au WSOP, mais il continuera à jouer, on le voit toujours dans les couloirs des casinos, au Bellagio, au César, etc. Un peu comme une espèce de fantôme d'ailleurs, un peu. Alors il hantait le casino. Il a progressivement disparu des radars, mais il a encore fait une très belle place payée en 2012 dans un grand tournoi au César, etc. Bon, il ne reviendra pas au bracelet à ses heures de gloire, etc. Mais lui, il continuera et malheureusement, il mourra en 2015, complètement oublié. Alors ça passera inaperçu. Il est mort une semaine après, le 15 avril 2015, une semaine après Devil Fish, Dave Ulliott. Et puis on apprendra sa mort que quelques mois plus tard, pendant les World Series, parce que des gens se demandaient mais qu'est-ce qu'est devenu Eskimo? Parce que Eskimo, il faisait partie du paysage. Il était tout le temps là. Alors effectivement, il a gagné beaucoup d'argent, quand même près de 2 700 000 $ en tournoi live, mais il était tout le temps fauché. Tout le temps fauché. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent, il perdait beaucoup dans les paris sportifs, notamment le baseball. Il se plaignait beaucoup de perdre des fortunes dans les paris sportifs. Ce qui comptait pour lui, c'était pas tellement de gagner de l'argent. Oui, c'était de gagner de l'argent pour avoir de quoi jouer. C'était pas pour gagner, pour accumuler, pour quoi que ce soit. Donc il était capable de faire 1 kilomètre pendant le break, plutôt que de se faire servir un repas à 25 $, il préférait aller manger dans le bouge du coin, dans le fast-food du coin, des crevettes à 99 cents. C'est Nolan Dalla, le fameux journaliste qui était responsable des médias au WSOP, qui raconte ça. Il était capable il voulait pas dépenser pour une chambre d'hôtel ou pour un restaurant. Il préférait dormir dans la voiture qu'il avait d'ailleurs gagnée. Avec la chaleur en plus. Il avait gagné une grosse voiture dans un tournoi. Il dormait là-dedans, ou il dormait dans le camion. Et puis, donc, il faisait la manche. La plupart du temps, il faisait la manche il quémandait 100 $ par-ci, par-là pour entrer dans un satellite ou dans un tournoi. Mais sinon, il était généreux parce qu'il était capable aussi de mettre 10 personnes dans un tournoi, de stacker 10 personnes. Ce qui comptait, c'était l'action. Voilà. Alors, il est mort. Pour terminer sur une note un peu moins triste, je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, en tout cas, est à 100% authentique. C'est en 1997. Il joue un tournoi au Commerce à Los Angeles, au casino Commerce, qui est un immense casino. Il joue un tournoi et il arrive dans le heads-up final. Alors, le heads-up final, il a 1 ou 2 stackers, parce qu'il est toujours fauché. Et donc, il joue pas toute son action. Mais il arrive contre un jeune qu'on ne connaît pas, qui a l'air complètement nul. Et lui, il va en faire qu'une bouchée. D'ailleurs, il a un avantage en jetons. Et puis, il va voir ses stackers et il dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un deal quand même? Parce que...
tu sais qui tu es Eskimo Clark, tu as des bracelets, etc. Tu vas pas quand même, ce jeune qui comprend, mais non, il est très bon, je t'assure, puis il parle tout le temps et tout, il est en train de... Il met la tête à l'envers, je le sens pas, il joue très très bien, il fait des trucs bizarres, etc. Je sais pas. Écoute, pas de deal. Il a un gros avantage en jetons, mais il finit par perdre. Et il perd contre qui? Daniel Negreanu, que personne ne connaissait 97. encore à l'époque, c'était en 97. Lui qui parlait beaucoup. Ben voilà, ça donne une indication. Donc voilà, ça c'est pour montrer que c'était un type qui avait la vista, qui connaissait très bien le jeu. Et puis il y a une autre anecdote. Et là, t'es pas sûr qu'elle soit vraie, celle-là? Ouais, non, parce que ça se passe pendant les World Series, et il se retrouve aux toilettes avec Sam Griesel. Sam Griesel, c'est un ours mal léché, un type un peu comme lui, très bourru, etc. Et ils se retrouvent aux toilettes ensemble. Et Sam Griesel, qui est un vicieux lui aussi, un vieux renard, lui dit est-ce que tu veux qu'on échange 10% dans le tournoi? Eskimo, il dit oui, pourquoi pas. Bon, puis Sam Griesel s'éloigne. Et puis, pendant qu'Eskimo se lave les mains, il y a un type qui avait assisté à la scène, qui est là, qui lui dit, mais tu sais que ça fait un quart d'heure qu'il a été éliminé du tournoi. Et Eskimo lui répond, c'est pas grave, ça me coûtera pas trop cher, moi je me suis même pas inscrit. Elle est énorme. Alors celle-là, je sais pas si elle est vraie. Mais en tout cas, elle est jolie. Magnifique. Et voilà, c'était Eskimo Clark. Et